Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir dans Grand News Soir. À la une de ce dimanche soir, en Bourgogne, 70 kilos de cannabis ont été retrouvés au domicile familial de la mère d'Avallon dans l'Yonne. 75 gendarmes étaient mobilisés dans le cadre de cette opération antidrogue réalisée dans le cadre de l'opération nationale Place Net XXL. L'enquête sur la mort du jeune collégien de Viry-Châtillon progresse ce soir. 5 personnes ont été placées en garde à vue hier. Elles ont apporté leur version des faits. La détention provisoire a été requise par le parquet pour 4 d'entre elles. La scène s'est déroulée à l'hôpital de Challans en Vendée hier. Un brancardier a été roué de coups. La victime est toujours en soins intensifs et l'auteur est en fuite. Et puis en fin de journal, pour lutter contre les rendez-vous non honorés, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé hier qu'une taxe de 5 € pourrait être prélevée aux patients en cas d'annulation effectuée sous moins de 24 heures. Cela, ce sera à partir de janvier 2025. Des dizaines de gendarmes, des enquêteurs et la brigade des cynophiles devant le domicile de la mère d'Avallon dans l'Yonne. Cet après-midi, ils perquisitionnent le domicile familial et récupèrent 70 kilos de cocaïne, véhicule saisi, téléphone sous scellé. Elle est soupçonnée d'être au cœur d'un trafic de stupéfiants. Jamila Absaoui est propriétaire des lieux mais n'habite pas la maison. Voici les explications de notre journaliste reporter. Des dizaines de gendarmes, des enquêteurs et la brigade cynophile devant le domicile de la mère cet après-midi. Ils perquisitionnent son pavillon familial et récupèrent 70 kilos de cannabis. Véhicule saisi, téléphone sous scellé, l'élu est soupçonné d'être lié à un trafic de stupéfiants. Même si elle ne vit pas ici, elle est la propriétaire des lieux. Jamila Absaoui, maire socialiste d'Avallon depuis 3 ans, et employée dans une pharmacie de la ville. Parmi les 7000 habitants, beaucoup semblent étonnés par son arrestation. Je la connais parce qu'elle travaille à la pharmacie de la Morlande, très sympathique, serviable, c'est tout. Ça me surprend beaucoup. Moi, en tant que maire, moi je la respecte parce qu'elle est très très bien. Elle fait depuis qu'elle est maire sur Avallon, il n'y a aucun souci. Elle fait des trucs bien pour sa ville, voilà. Autre perquisition aujourd'hui à la mairie et dans la pharmacie où travaille Jamila Absaoui. 1 kilo de cocaïne et un lingot d'or ont été trouvés. Elle a été placée en garde à vue, de même que ses 2 frères, déjà connus de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé la maison familiale pour stocker leurs marchandises. L'enquête déterminera si l'élu était au courant. Ces interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une opération Place Net XXL qui se déroulait aujourd'hui dans le secteur. Des proches de plusieurs mises en cause dans la mort de Samsedine arrivent ce dimanche 7 avril au tribunal judiciaire d'Evry dans l'Essonne. Quelques minutes plus tard, le communiqué tombe. 2 frères déjà condamnés par la justice par le passé et 2 de leurs connaissances se sont présentés à un juge d'instruction. Une information judiciaire est alors ouverte à leur rencontre ou assassinat. Elles sont soupçonnées notamment d'avoir porté plusieurs coups à la victime. Reportage de Julien Desbrots. Des proches de plusieurs mises en cause dans la mort de Samsedine arrivent cet après-midi au tribunal judiciaire d'Evry. Quelques minutes plus tard, le communiqué tombe. 2 frères, déjà condamnés par la justice par le passé, et 2 de leurs connaissances sont présentés à un juge d'instruction. Une information judiciaire est ouverte à leur rencontre pour assassinat. Ils sont soupçonnés d'avoir porté plusieurs coups à la victime. Présent cet après-midi, l'avocat de l'un d'entre eux précise que son client reconnaît les faits, mais réfute le terme d'assassinat. Je peux vous dire simplement qu'il a reconnu avoir porté des coups. À Samsedine. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas du tout un assassinat, c'est manifestement des coups mortels, c'est-à-dire des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La mineure, âgée de 15 ans, qui est la sœur de 2 des suspects, a elle aussi été présentée à un juge d'instruction. C'est après une discussion entre cette collégienne et Samsedine que l'affaire a débuté. Les 2 grands frères de l'adolescente, ne supportant pas que leurs échanges portent sur la sexualité. Les 2 frères avaient appris que leur sœur correspondait avec des personnes de son âge sur des sujets relatifs à la sexualité. Craignant pour sa réputation, ils avaient enjoint à plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Selon le procureur, Samsedine aurait continué à discuter avec leur petite sœur
Les deux frères, accompagnés de deux autres suspects, l'auraient alors rencontré à sa sortie du collège. Ils avaient ensuite demandé à l'adolescent de les suivre dans un hall d'immeuble pour avoir une explication. Le ton était monté et des coups avaient été portés, entraînant la chute de la victime. Shamseddine, âgé de 15 ans, décède le lendemain d'un traumatisme crânien. Une marche blanche devrait être organisée prochainement par sa famille pour lui rendre hommage. Les faits se sont déroulés en fin de matinée hier aux urgences de Chaland en Vendée, à une soixantaine de kilomètres de Nantes. Plusieurs personnes accompagnant deux patients se seraient énervées, frustrées par les délais d'attente. Selon la procureure de la République, la victime laissée au sol inconsciente a été frappée par l'une d'entre elles. Elle a notamment été hospitalisée en soins intensifs. Reportage Ashlinger. Les faits se sont déroulés hier en fin de matinée aux urgences de cet hôpital vendéen à une soixantaine de kilomètres de Nantes. Plusieurs personnes accompagnant deux patients se seraient énervées, frustrées par le délai d'attente. Selon la procureure de la République, la victime, laissée au sol inconsciente, a été frappée par l'une d'entre elles. Elle a été hospitalisée en soins intensifs. Un acte sidérant pour les soignants du service. Ils ont tous été choqués. D'abord, leur première préoccupation, c'était à la fois de continuer à prendre en charge les patients qui étaient là. Heureusement que c'était un moment où c'était plutôt, voilà, on va dire calme, même s'il y avait des patients. Et puis, évidemment, apporter les premiers secours à leurs collègues. Et c'est vrai que son état immédiat aurait pu laisser penser que voilà, les choses étaient très très graves. Mais en tout cas, le coup porté est quelque chose d'une extrême violence. Et en cela que ce n'est pas acceptable. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. L'état de santé de la victime est désormais stabilisé. Les gendarmes ont pu recueillir son témoignage. Le ministre délégué à la Santé a dénoncé ce drame sur X. Tout mon soutien aux brancardiers des urgences gravement blessés par un usager à Chaland en Vendée. Je condamne fermement cet acte odieux et lâche. Un hôpital est un sanctuaire. Aucune violence envers le personnel soignant ne peut être tolérée. Suite à l'agression, le service des urgences de l'hôpital de Chaland a été fermé durant plusieurs heures. La direction du centre hospitalier a immédiatement porté plainte et mis en place une cellule de soutien psychologique pour ses équipes. Une enquête pour violence contre personnel médical a été ouverte. Infliger une pénibilité de 5 € des patients qui ne se présentent pas, c'est le remède prescrit par le gouvernement pour lutter contre les rendez-vous non honorés. Une mesure de culpabilisation, dénonce la principale association de patients. Elle divise les Français interrogés par les équipes de France Télévisions. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir aller à un rendez-vous. J'avais prévu pour X raisons, avoue un homme. Il y a trop de personnes qui prennent 1, 2, 3 ou 4 rendez-vous, déplore une passante. D'autres jugent encore que l'erreur est humaine et qu'elle ne devrait pas être sanctionnée financièrement. Reportage de Karima Aldaïzik. Infliger une pénalité de 5 € aux patients qui ne se présentent pas, c'est le remède prescrit par le gouvernement pour lutter contre les rendez-vous non honorés. Une mesure de culpabilisation, dénonce la principale association de patients. Elle divise les Français que nous avons interrogés. Ça m'est arrivé de ne pas pouvoir aller à un rendez-vous que j'avais prévu, pour X raisons, quoi. Voiture en panne, machin, plein de choses. Il y a trop de personnes qui prennent 1, 2, 3, 4 rendez-vous pour avoir un rendez-vous le plus rapproché ou le plus arrangeant. L'erreur est humaine et des fois, pour les gens, pour les uns, ça ne représente rien, 5 €. Pour les autres, c'est quand même quelque chose. Chaque année, 27 millions de rendez-vous ne sont pas honorés. La pratique agace les médecins. Chaque médecin a dans une demi-journée de consultation 2-3 personnes qui ont pris rendez-vous et qui ne viennent pas. Et donc la taxe prise par le gouvernement a pour but de responsabiliser, de sensibiliser nos concitoyens. Concrètement, le gouvernement envisage de demander à chaque patient de donner une empreinte bancaire aux professionnels ou à la plateforme de prise de rendez-vous. En cas d'absence sans un délai de prévenance de 24 heures, le médecin pourra prélever la somme de 5 €. Un procédé qui rebute certains praticiens. On ne va pas demander aux patients, à chaque fois qu'il s'inscrit, il prend un rendez-vous, vous allez payer 5 € d'avance, enfin, ou on prend une empreinte bancaire et on vous retiendra 5 € si vous ne venez pas. Ça fait un peu curieux. Contactez la plateforme Doctolib
prend ses distances avec le projet du gouvernement qu'elle dit découvrir. Elle espère que cette taxe n'entravera pas l'accès à la prise de rendez-vous pour les personnes déjà éloignées du système de soins. Le gouvernement, de son côté, promet une entrée en vigueur en janvier 2025. Pourquoi eux et pourquoi pas moi? Samuel Pintel, que nous avons rencontré, est un enfant de la maison d'Isieux. Il se pose toujours la question, 80 ans après avoir échappé à la rafle de la Gestapo. Désormais, la maison est devenue un mémorial. En 1944, des dizaines d'enfants juifs y étaient cachés. Samuel avait alors 6 ans. Il évoque notamment des moments d'enfance qui ne sont pas du tout agréables. Élise Bonas a rencontré Samuel Pintel, le rescapé. Je n'aime pas venir dans cette maison. Ça me fait revenir sur des moments d'enfance qui ne sont pas agréables du tout. Donc toujours il y a un sentiment assez noir. Pourquoi eux, mais pourquoi pas moi? Cette question, Samuel Pintel se la pose encore. 80 ans après avoir échappé à la rafle de la maison d'Isieux par la Gestapo. Aujourd'hui, c'est un mémorial. En 1944, des dizaines d'enfants juifs étaient cachés ici. Samuel Pintel avait alors 6 ans. Nous sommes dans la salle du réfectoire, aménagée pratiquement telle que se présente ici, c'est-à-dire des tables assez longues et des bancs. Et imaginez plus de 50 enfants prenant leur repas ici. Un lieu refuge sous la France de Vichy, collaborationniste. En 3 ans, la Gestapo déporte des dizaines de milliers de juifs. Pour sauver leurs enfants, certains les envoient à la maison d'Isieux. Heureusement que cette maison nous recueille. Sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. On s'occupe de nous, il y a on mange à sa faim, on va aller en classe, on joue. Si on est malade, il y a la doctoresse quand même qui prend soin de nous. Vous voyez, ça se passe très très bien, évidemment. L'environnement n'est pas favorable. Pendant 1 an, les enfants seront ici protégés des rafles, jusqu'à ce qu'ils soient dénoncés. Jusqu'au 6 avril 1944, arrivée des Allemands, la Gestapo, et on arrête tout le monde. Voilà. Les 44 enfants et leurs 7 encadrants seront déportés. Une seule personne reviendra vivante d'Auschwitz. Si par miracle Samuel Pintel échappe à cette rafle, c'est grâce à ses voisins venus le chercher 2 mois avant. Il sera le dernier enfant à quitter Isieux sain et sauf. Son nom figure sur les dernières listes de présence. La liste de janvier est ici. Vous avez tous les noms des enfants qui sont déportés. Là. Adel Chamer, Aronovitz, Amen, Benassaya, Balza, Maurice et Liliane. Et votre nom? Voilà, Pintel Samuel, il est là. Lorsqu'il évoque son histoire, il parle d'une chance insolente. Je vis quand même pas avec ce souvenir-là tous les jours. Encore que. J'ai un ami qui disait, quand vous vous levez le matin, vous pensez à ce que vous allez prendre au petit déjeuner. Moi, je pense à la Shoah. C'est encore très présent quand même aujourd'hui. Une mémoire à vif qu'il partage désormais avec les plus jeunes, comme ces lycéens de Haute-Savoie. Est-ce que vous vous en voulez encore aujourd'hui aux Allemands? Alors, ni pardon ni oubli. Au niveau de ma génération. À l'autre génération, de renouer des relations qui ne soient pas entachées par cette mémoire. Non, c'est pas un cours classique, non, parce qu'on a vraiment un sentiment, une émotion qui est transmise et on peut vraiment comprendre et appréhender toutes les notions qu'on nous transmet en cours, en fait. Même nous, on devient des témoins, entre guillemets, par exemple. Je pourrais parler à des gens que ce que j'ai vécu aujourd'hui. Un récit transmis de génération en génération. Voilà le souhait de Samuel Pintel pour que jamais ne s'éteigne la mémoire des enfants d'Isieux. Au bord de l'Hérault, est-ce un palais, une villa ou un temple? On l'appelle le Château Laurent, du nom de son bâtisseur, le riche héritier Emmanuel Laurent. Après plus de 20 ans de restauration, il était rouvert au public il y a tout juste quelques mois. À l'intérieur,
les visiteurs découvrent un mémorial salon de musique qui serait même un cadeau d'Emmanuelle Laurent à sa femme, qui était chanteuse d'opéra. La demeure est extravagante avec des murs de toutes les couleurs, c'est référence à l'Orient et à l'Art Nouveau. Partons donc tout de suite à la découverte du château Laurent à Agde dans l'Hérault grâce à Vincent Châtelier. Au bord du fleuve Hérault, est-ce un palais, une villa, un temple? Depuis 1900, son architecture lui a valu tous les noms. Aujourd'hui, on l'appelle le château Laurent, du nom de son bâtisseur, le riche héritier, Emmanuelle Laurent. Après plus de 20 ans de restauration, ce monument d'Agde rouvre enfin au public. Il a été construit par Emmanuelle Laurent entre 1898 et 1901. Donc ça lui a pris que 3 ans pour construire cette villa. À l'intérieur, les visiteurs découvrent ce salon de musique monumental. Il serait même un cadeau d'Emmanuelle Laurent à sa femme, une chanteuse d'opéra. En tout cas, si c'est un cadeau, c'est un très haut cadeau. Cette pièce fait 17 mètres de hauteur. Une demeure extravagante, avec ses murs de toutes les couleurs, ses références à l'Orient et à l'Art Nouveau. J'avais déjà vu, si vous voulez, sur Internet des présentations, mais de le voir de visu, c'est impressionnant. S'imaginer qu'à cette époque, début 1900, quelqu'un ait pu construire ce... C'est pas un monument, mais en fait, disons cette villa, ce château, comme on veut l'appeler. Voilà, c'est très beau. Fin 19e, Emmanuelle Laurent, étudiant boursier, hérite d'un patrimoine colossal. Il fait alors le tour du monde, puis fait construire cette villa dans sa région natale. Elle sera un lieu de vie et de fête. Il faut imaginer qu'ici, on est dans les années folles, dans les années du 19e, la belle époque, avec une émergence au niveau des balles dansants, des fêtes thématiques, les femmes habillées avec de grandes robes, de hautes coiffes, des éventails en plumes de paon. Ça devait être assez enivrant. Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale débute. Agde est envahi par les Allemands. Le château Laurent est alors occupé par les nazis. Un passionné d'histoire a retrouvé ses archives et en a fait un livre. Nous pouvons voir le panneau de l'unité qui était donc au Château Laurent, la seconde Festou Beau Bataillon, constructeur de forteresse. Et donc à ce Château Laurent, ils vont habiter et y travailler. Ils vont repeindre les murs en blanc et y mettre un aigle nazi avec cette croix qui est impressionnante quand vous ouvrez cette porte. Un palais détérioré, puis laissé à l'abandon à la mort de son propriétaire. Classé monument historique à la fin du XXe siècle, le château est ensuite restauré. Les peintures ont toutes été reprises et comme vous pouvez le voir, on voit bien les écailles ici, là ou dans la jambe notamment, où l'on voit que la restauration a été nécessaire. Pour les préserver, certaines salles ne sont pas encore ouvertes au public. Alors nous voici ici dans la salle de bain d'Emmanuelle Laurent, salle de bain exceptionnelle avec cette baignoire piscine en mosaïque et puis cet ornement de carreaux de sarreguemines ainsi que ces carreaux bleus qui évoquent les mosquées orientales. Un goût pour l'étranger, désormais transmis par la musique. Ce jour-là, ces musiciens interprètent des compositeurs allemands et russes. C'est magnifique. Donc c'est la musique dans un lieu comme ça, c'est génial. C'est très différent d'aller dans une salle de concert, si vous voulez, parce que c'est intime. Rien que les peintures, tout ce qui nous entoure, les boiseries, c'est quelque chose qui parle quand même. Inclassable et coloré, depuis la fin de sa restauration l'an dernier, le Château Laurent a attiré plus de 50 000 visiteurs.
Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations. Des dizaines de gendarmes, des enquêteurs et la brigade de cynophiles devant le domicile de la maire d'Avallon dans l'Yonne cet après-midi. Ils perquisitionnent le domicile familial et récupèrent 70 kg de cannabis. Véhicule saisi, téléphone sous scellé. L'élu est soupçonné d'être au cœur même d'un trafic de stupéfiants. Elle s'appelle Jamila Absaoui. Elle est propriétaire des lieux mais n'habite pas la maison. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance et de votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite, c'est la rediffusion du Grand News sur YouTube. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et merci de votre fidélité. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités. Merci, bonsoir, bonne semaine.